La vie est faite de joies et de peines, de bons et de mauvais moments. Mais rien de tout cela ne m'empêchera d'atteindre le trône du Père. J'irai. Je crois que ceux qui dirigent cette association FIC ont eu la bonne idée pour qu'on comprenne le rôle de la famille dans la société. Ils ont compris qu'il fallait que moi, en tant que médecin, que je vienne vous expliquer comment fonctionne le cœur et le cerveau dans le cœur humain. On ne fera qu'une transposition. Si le cœur et le cerveau fonctionnent ainsi dans le cœur humain, alors voilà comment la famille va fonctionner dans la société. C'est un sujet très intéressant. Il faut dire que le cœur et le cerveau sont des organes et que le corps est formé de beaucoup d'organes. C'est l'ensemble des organes qui forment l'organisme humain ou l'organisme animal. C'est l'agencement de plusieurs organes. Donc parmi ces organes, il y a le cœur et le cerveau. On distingue deux qualités d'organes. Il y a des organes dits vitaux, dont les organes de la vie, et des organes dits non vitaux. Je vais vous donner quelques exemples des organes vitaux, des organes de la vie. C'est effectivement le cœur et le cerveau. Il y a aussi les poumons, il y a les reins, le foie. Ce sont les organes dont l'arrêt du fonctionnement entraîne automatiquement la mort. Vous avez souvent entendu parler de crise cardiaque. Nous, on appelle ça l'infarctus du myocarde, crise cardiaque. Donc, dès que le cœur s'arrête, c'est la mort. C'est pour ça qu'on appelle organe vital. Vous avez souvent entendu parler de AVC, les formes aiguës, où on saigne beaucoup dans le cerveau. Donc, une artère craque dans le cerveau, et l'artère saigne, ça donne un gros caillot de sang dans le cerveau qui comprime le cerveau et le malade ou la malade tombe dans le coma, et quand c'est une forme violente, le patient meurt. Donc le cerveau, c'est un organe vital. Ça veut dire que quand il est malade, il faut que le malade et le médecin fassent attention parce que la mort n'est pas très loin. Donc voilà un organe vital, le cerveau et le cœur. Un autre organe vital, c'est le poumon. Le poumon, on verra son rôle un peu après, parce qu'il faut comprendre dans le fonctionnement du cœur quel est le rôle des poumons. Les poumons aussi, il y a une maladie grave qu'on appelle l'œdème aigu du poumon, c'est-à-dire qu'il y a un gonflement des petites poches qui contiennent l'air dans les poumons qu'on appelle alvéolite. Et quand il y a de l'eau, l'air n'entre plus et on en meurt parce qu'on ne respire plus. Donc la respiration, c'est une fonction très importante. Lorsque la respiration est coupée, c'est la mort. Donc les poumons forment un organe vital. Les reins aussi. Vous avez souvent entendu parler de l'insuffisance rénale. Le rein joue dans l'organisme le rôle de ce qu'on pourrait appeler Isakam. Vous connaissez le rôle de Isakam, qui passe devant vos maisons pour ramasser des ordures. Tout corps qui vit produit des déchets. Les cellules, elles aussi, produisent les déchets. Chaque organe produit les déchets. Donc le sang vient, ramasse les déchets, passe maintenant à travers le rein, et c'est le rein qui filtre ces déchets-là, qu'il déverse dans les urines, et c'est comme ça que le rein purifie le sang. Donc quand le rein devient
défaillant. On appelle l'insuffisance rénale aiguë. Le rein perd sa fonction, il n'assure plus la pureté du sang. Et les déchets s'accumulent dans l'organisme. C'est pour ça, si on ne nous prélève pas ces ordures ménagères qui sont là, il y aura des mouches, il y aura partout, on va attraper beaucoup d'autres maladies parce que les ordures ne sont pas ramassées. Donc, quand les reins ne filtrent pas le sang, il y a accumulation des déchets dans le sang, c'est ça qui tue l'homme. Donc le rein, c'est un organe vital. Il y a aussi le foie qui est un organe vital. Donc, en dehors des organes vitaux, il y a des organes qui sont non vitaux. Ceux-là, lorsqu'ils sont atteints par la maladie, la situation n'entraîne pas automatiquement la mort. Par exemple, l'organe locomoteur, pour se déplacer, on utilise l'organe locomoteur, les pieds et les jambes là. On appelle ça organe locomoteur. Lorsqu'on coupe le pied, bon, si c'est de façon médicale, donc chirurgicale, on maîtrise l'hémorragie. Mais si votre pied est coupé au cours d'un accident de la circulation, vous allez perdre beaucoup de sang. Vous allez mourir là, pas parce que le pied est coupé, parce que vous avez perdu beaucoup de sang, donc par hémorragie aiguë. Mais si on coupe le pied de façon chirurgicale, on contrôle l'hémorragie, vous n'allez pas en mourir. Il y a des gens qui sont ici, se baladent avec leur béquille, avec un seul pied. Donc, l'appareil locomoteur n'est pas un organe vital, aussi simple que ça. L'organe visuel, l'œil. L'œil n'est pas un organe vital. Pourquoi? Parce que si on perd un œil, on devient borgne, ou bien les deux yeux. On a la cécité bilatérale, dont les deux yeux ne voient pas. L'aveugle vit. Il marche, même s'il tâtonne, et on le conduit, mais il vit quand même, donc l'œil n'est pas un organe vital. Les oreilles, lui, pas du tout un organe vital. On peut devenir sourd et vivre. Voilà donc la différence entre organe vital et organe non vital. Le cœur et le cerveau sont des organes vitaux. Mais le rôle du cœur, c'est uniquement en médecine pomper le sang. Or, on sait quand même que le sang est vital. Si le sang ne passe pas, on meurt. Donc le cœur, en fait, envoie la vie dans tout l'organisme. Ce qui fait que lorsque ce cœur s'arrête, comme on l'a dit, c'est la mort. Voilà donc le fonctionnement du cœur. Mais il y a certaines situations où le cœur commence à battre très vite. Où si on est devant un danger, si on est malade, il y a beaucoup de situations où le cœur bat très très vite. C'est fait de telle manière que si on rencontre un danger, c'est pour préparer le cœur, l'organisme à fuir le danger. Par exemple, si on rencontre un lion, plus on a peur, il y a une hormone qu'on appelle l'adrénaline qui est sécrétée. L'adrénaline maintenant a pour rôle d'accélérer le rythme du cœur pour qu'il y ait du sang oxygéné dans les jambes afin qu'on trouve la force pour courir et fuir le lion. C'est David, lui, qui tordait le cou des lions. Mais nous, je crois que si on rencontre un lion, le premier réflexe de l'homme, c'est d'abord fuir. Donc, cette situation-là s'appelle la tachycardie. C'est-à-dire que le cœur bat trop vite. Il y a aussi certaines situations, soit les médicaments, soit les maladies, où le cœur bat très très vite. Voilà donc le fonctionnement du cœur. Donc, un organe vital qu'on doit préserver, parce que dès qu'il s'arrête, c'est la mort immédiate. Parfois, on n'a pas le temps d'arriver à l'hôpital. Voyons maintenant le fonctionnement du cerveau. Le cerveau, lui, c'est un organe qui se trouve dans la boîte crânienne, dans la tête. Parce qu'après les cheveux, là, c'est le plus chevelu, la peau. Après la peau, il y a l'os. Et quand on ouvre maintenant l'os, on se retrouve dans le cerveau. Tout le monde connaît le cerveau. Il y a qui mange même le cerveau. Parce que c'est très nourricier, il y a même beaucoup de protéines. Il faut dire que le cerveau humain, c'est l'objet, c'est l'organe le plus complexe de tout ce que Dieu a créé. Tout ce que Dieu a créé. Toute la complexité, c'est dans le cerveau. Parce qu'il n'existe pas un seul organe
dont la fonction est, ou le fonctionnement est très complexe, comme le fonctionnement du cerveau. Même les ordinateurs les plus performants du monde n'atteignent pas le cerveau humain créé par Dieu à la cheville. Et la machine ne réfléchit pas. La machine devant une situation se comporte exactement tel qu'on l'a programmé. Mais le cerveau, lui, est libre. Il choisit devant une situation. Une machine, quelle que soit cette intelligence artificielle, ne pourra en aucun jour prendre une décision devant une situation qu'on ne lui a pas montré auparavant pour prendre la décision. De toute façon, on peut créer un robot de telle manière que s'il rencontre une femme qui fuit, il va fuir. Il est programmé comme ça. Mais l'homme, lui, il va d'abord se demander pourquoi est-ce qu'on me demande de fuir. Ben, c'est ça qui fait déjà la différence. Donc, un organe très complexe qui est situé dans la boîte crânienne, qui a beaucoup de parties. Il y a une partie ici qu'on appelle la partie frontale, c'est au front. Il y a la partie occipitale. Il y a les deux parties pariétales et les deux parties temporales. Voilà les parties du cerveau. Il faut maintenant ajouter que le cerveau a beaucoup de fonctions à régler, à contrôler. Chaque zone du cerveau a un rôle à jouer. C'est ainsi que la zone frontale a pour rôle le jugement, le raisonnement. Le jugement veut que si quelqu'un a une vessie pleine, il doit uriner. Il y a même certains fous, il y a deux qualités de fous. Il y a des fous spirituels, mais il y a des fous biologiques. Les fous biologiques ont une maladie au niveau du front, dans la zone frontale du cerveau. Ça peut être une tumeur, ça peut être un kyste, ça peut être un abcès, parce qu'il y a des abcès cérébraux. Donc quand ça comprime le lobe frontal, on ne réfléchit plus, on va marcher nu. Donc les fous que vous voyez là dehors qui insultent, qui sont même agressifs, certains ont soit des tumeurs, soit des abcès dans le cerveau. Ça, c'est les fous biologiques. Les fous spirituels, je ne sais pas comment expliquer. Ceux qui sont dans les pratiques, et un beau jour, ils perdent le raisonnement. Parce que ça arrive, les pratiques. Puisqu'on est en train de critiquer les mauvaises habitudes dans la société, les déviances et autres. Les pratiques, c'est pour ça que dans Ésaïe, au chapitre, je crois, 8, verset 19, Dieu nous demande de ne pas aller chez le marabout. Pourquoi? Parce que lui sait qu'il est Dieu, il nous aime. Le marabout, réfléchissez bien, quand vous allez chez le marabout, il vous dit que je connais votre maladie. Et de surcroît, je connais même la personne qui vous a donné la maladie. Il commence à créer un problème dans la famille. C'est pour ça que Dieu nous a demandé expressément de ne pas aller chez les marabouts. Parce que le marabout, il trompe, il ne dit pas la vérité, il te tient. Il sait qu'il te protège. Chaque année, tu vas lui donner son sac de riz. C'est pour dire qu'il y a ces fous spirituels qui ont cette psychose, cette maladie mentale où on fait des examens, on fait le scanner, on ne trouve rien. On fait l'IRM, un examen beaucoup plus puissant que le scanner, on ne trouve rien. Mais les fous biologiques ont quelque chose dans la zone frontale. À part la zone frontale, il y a une autre zone ici, du côté droit, qui est la zone motrice. Donc entre la zone frontale et la zone pariétale. Tous les mouvements du côté gauche du corps sont commandés par l'activité du cerveau à cet endroit. Ce qui fait que si on a une maladie à cet endroit, ça va entraîner une hémiplégie, c'est-à-dire un côté du corps qui ne bouge plus. Et ce sera le côté contrôle latéral à la lésion. Ça veut dire que si la lésion de la maladie est du côté droit, c'est votre côté gauche qui sera paralysé. Dans l'AVC, c'est le sang qui coule dans le cerveau. Donc un caillot dans le cerveau qui comprime, si c'est dans cette zone, la zone motrice pour le côté gauche, eh bien le malade, il est appelé dans le coma, mais le côté gauche ne bouge pas. Nous avons souvent eu à, par manque de moyens, opérer certains malades. Pourquoi? Parce que
se disant que bon, comme son côté gauche est paralysé, la maladie se trouve du côté droit du cerveau. On ouvre ici, on trouve effectivement le sang. On enlève le sang, puis on arrête l'hémorragie et on referme. Habituellement, le lendemain, le malade commence à bouger le côté gauche parce que les nerfs qui étaient comprimés ici, dont le rôle était de faire bouger le côté droit, sont déjà libérés lorsqu'on enlève les caillots de sang. Rigobert-Song, c'est la maladie qu'il a eu, il a saigné dans le cerveau. Bon, pour les affaires politiques et tout, on l'a envoyé en Europe. Pourtant, le Cameroun est déjà capable de gérer ce type de situation. Les gens viennent du Tchad, de la République centrafricaine, de la Guinée équatoriale, en évacuation au Cameroun. Parce que eux, là-bas, ils n'ont pas de structures adaptées, pas de scanner, pas de l'IRM, pas de neurochirurgien, pas de neuroanesthésiste, c'est-à-dire que les anesthésistes spécialisés dans l'endormissement des malades neurochirurgicaux. Donc, la zone motrice commande les mouvements du côté gauche. Cette zone du côté gauche, chez tout le monde, lorsque je parle là, c'est cette zone qui parle. La zone de la parole. Ça veut dire quoi? S'il y a une maladie ici, soit le saignement, soit un kyste, soit une tumeur qui comprime cette zone, ce côté droit ne bouge plus. Parce que la motricité du côté droit dépend de l'activité neuronale de ce côté. Et comme la zone de la parole est juste à ce niveau-là, on perd aussi la parole. On comprend bien ce qu'on vous dit, vous comprenez bien ce qu'on vous dit, mais vous n'arrivez pas à parler, à articuler les mots. La zone occipitale, c'est la zone visuelle pour voir. L'œil est là, derrière l'œil, il y a ce qu'on appelle le nerf optique qui part de cette zone-là, qui traverse tout le cerveau et vient au niveau occipital pour analyser les images. Donc, s'il y a une maladie dans cette zone, vous pouvez avoir votre œil normal. Vous voyez l'ophtalmologue, il va vous dire que vos yeux sont normaux. Mais quand on fait le scanner, on trouve que la maladie ici, et l'occipital, elle comprime cette maladie-là, la zone occipitale, c'est-à-dire la zone visuelle. C'est pour ça que le malade ne voit pas. Il y a la zone olfactive. La zone olfactive, c'est la zone qui fait sentir des odeurs dans le cerveau. L'air entre avec toutes les molécules qu'il y a dans l'air. Mais votre maman a préparé une bonne sauce à la cuisine, ça sent très bon. Dès qu'on entre dans le camp, c'est que l'air qui contient ces molécules de la bonne sauce entre là, capté par les nerfs, par le nerf olfactif, directement au niveau du cerveau, à la base du lobe frontal. C'est là que les odeurs sont analysées. Et tout de suite, on reconnaît que ça, c'est une bonne sauce de tomate. Voilà donc, il existe dans le cerveau toutes les fonctions. Le cœur contrôle la thyroïde. Il y a une glande ici qu'on appelle la thyroïde. Son fonctionnement, qui est le taux de calcium dans le sang, contrôlé par le cerveau. Il y a une glande qu'on appelle la glande surrénale, au-dessus du rein, contrôlée par le cerveau. Il y a l'ovaire chez la femme. Quand la femme a ses menstrues et tout ça, c'est réglé toujours par le cerveau. Une petite glande dans le cerveau qu'on appelle l'hypophyse. Ça part du cerveau pour contrôler le fonctionnement ovarien chez la femme. Chez l'homme, c'est le testicule. Donc tout cela est contrôlé par le cerveau. Donc chaque zone du cerveau a son rôle à jouer. Ce qui veut dire que le cerveau est donc un organe qu'on doit bien préserver. Comment préserver le cerveau? On préserve le cerveau d'abord en menant des activités intellectuelles, c'est-à-dire des choses, des situations qui nous amènent à réfléchir. Parce qu'à partir de 70 ans, là, le cerveau commence à beaucoup vieillir. Chez les vieux, il y a la maladie qu'on appelle la maladie d'Alzheimer. Avec un peu de tremblote, on a la démence. La démence est un peu une forme de folie. C'est-à-dire qu'on commence à tenir un langage confus. Les enfants vont croire, ou maman va croire que papa dérange. Non, papa ne dérange pas. C'est son cerveau qui a commencé à vieillir. C'est pour ça qu'il faut toujours mener des activités intellectuelles, tout le temps en train de lire, tout le temps en train de réfléchir. Ça tient en forme le cerveau. Et il faut faire le sport aussi pour maintenir le bon fonctionnement du cerveau. Éviter les choses telles que l'alcool. Parce que l'alcool torpille le fonctionnement du cerveau. On perd des cellules, et surtout au niveau du petit cerveau aussi, qu'on appelle le cervelet, on perd le sens de l'équilibre. On a
le tremblement. Mais attention, tous les tremblements ne sont pas secondaires à la conséquence de la prise de l'alcool. Mais il y a d'autres tremblements qui sont la conséquence d'autres maladies. Donc, avec ces mesures-là, vous pouvez bien maintenir votre cerveau en forme. Donc, il faut parler de la sensibilité. La sensibilité, c'est aussi une autre fonction. Les nerfs qui partent du cerveau vers le corps, vers les extrémités, sont dits des nerfs moteurs. C'est ça qui nous fait bouger. Bouger. Vous voyez, la volonté me dit de soulever ma jambe gauche. Je l'ai soulevée tout de suite. Qu'est-ce qui se passe? La volonté envoie l'information dans la zone motrice ici, et à partir de la zone motrice, il y a un nerf qui part de là, qui passe dans la colonne vertébrale, jusqu'ici au bassin, s'engage dans le bassin, descend dans les jambes jusqu'aux muscles. Donc, quand l'information arrive, les muscles se contractent comme ça, on soulève la jambe. On peut même demander à quelqu'un de se lever, il se lève. Qu'est-ce qui se passe? Dès qu'on demande à une personne de se lever, le son entre ici. Le son arrive dans la zone de la compréhension. Parce que si vous n'avez pas étudié cette langue, vous ne pouvez pas comprendre. C'est comme si on vous parlait le chinois. Vous ne pouvez pas vous exécuter. On dit levez-vous. En chinois, vous n'allez pas vous lever parce que vous n'avez pas appris le chinois. Donc il y a la zone mémoire qui décode le message et ensuite ça envoie à la volonté. Parce qu'au niveau de la volonté, on peut se dire que non, je ne me lève pas. Je me lève pourquoi? Mais si on accepte de se lever maintenant, on envoie toujours la commande au niveau des muscles et ensuite on se met debout. Donc voilà, en gros, je crois qu'il m'a été donné 30 minutes. Voilà en gros comment fonctionne le cœur et le cerveau. Et pour dire que ce sont des organes vitaux, des organes qu'il faut bien préserver. Dans une société, lorsque la famille, qui est le cœur et qui est le cerveau de la société, ne fonctionne pas. Donc c'est la mort subite de la société. Aujourd'hui, je ne sais pas à quel niveau nous sommes. Peut-être que les familles étant malades, le cœur de la société doit être malade. Je crois qu'aujourd'hui, le cerveau de la société doit être malade. Vous n'avez qu'à voir ce qui se passe là dehors. Parce que c'est facile de voir un dimanche, beaucoup de gens qui vont dans les églises. Beaucoup de gens vont dans les églises, mais quand on est dans la rue, on ne reconnaît plus les gens qui vont dans les églises. On ne le connaît pas. Pourquoi? Parce que dès qu'on sort de l'église, tout est oublié.